Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, beaucoup de voitures électriques dans En route pour demain, avec un point sur les bornes de recharge qui vont désormais bénéficier du bouclier tarifaire. On aura un essai de la MG4, c'est la compacte électrique dont tout le monde parle en ce moment. Et puis on vous présentera le projet Simone. Simone, c'est un mode de transport entre bus et automobile. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Faire des économies par rapport à une voiture thermique en oubliant les pleins onéreux à la pompe, c'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de Français choisissent de passer à la voiture électrique, selon une étude récente du cabinet Deloitte. Mais avec des prix de l'électricité qui grimpent, est-ce toujours une bonne solution? Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste automobile pour BFM Business. Alors, une nouvelle mesure doit permettre d'atténuer cette hausse du prix de la facture pour les propriétaires de voitures électriques. Et oui, forcément, parce qu'avec des prix de l'électricité qui se sont envolés l'an dernier et toujours actuellement, donc en 2023, avec le contexte de la guerre en Ukraine, mais surtout d'un parc nucléaire français aussi qui est largement en maintenance, ça n'arrange pas vraiment les plans de transition accélérée vers la voiture électrique. Donc on peut toujours rappeler que la plupart des recharges elles se font à domicile et finalement, ces utilisateurs de voitures électriques-là, ils étaient déjà concernés par le bouclier Le fameux énergétique. bouclier tarifaire qui Exactement. permettait d'éviter de contraindre la hausse des prix. Voilà, donc en 2022, ça a limité la hausse à 4% pour les particuliers. Là, en 2023, c'est 15%. Mais on le rappelle, c'est des hausses qui peuvent sembler assez conséquentes, mais ça reste relativement faible par rapport à la hausse réelle du coût de l'énergie. Et donc, n'étaient pas concernées les bornes de recharge publiques. Donc, on sait que ça reste une partie assez minime des recharges effectuées par les utilisateurs de voitures électriques. Donc, on les trouve dans les villes, bien sûr, ou sur autoroute. Mais elles restent quand même assez décisives pour cette transition vers l'électrique parce que, notamment pour convaincre les gens de l'avoir en véhicule principal du foyer et effectuer la plupart des déplacements avec cette voiture électrique. Et donc là, c'était assez important de mettre en place ce bouclier tarifaire. Surtout qu'on a constaté des hausses assez fortes. La plus remarquable, là, c'est en début d'année, Bélib, donc le réseau de la ville de Paris qui est gérée par Total Energy, où on avait vu des tarifs doublés en début d'année. Donc ça, c'était un très mauvais signal. Finalement, Total est revenu en arrière et a repris une tarification, on va dire, plus abordable. Mais toujours est-il qu'il y a cet effet un peu psychologique. Et donc, au Mondial de l'Auto, début octobre, Emmanuel Macron avait annoncé cette mise en place du bouclier tarifaire qui concernerait cette fois-ci donc ces bornes de recharge publiques. Donc ça a mis un peu de temps à arriver, mais début février, le décret a été publié. Et donc, ça y est, ces bornes de recharge elles sont elles aussi concernées. Et donc, la hausse devrait être, dans ces conditions-là, plutôt limitée. Mais merci beaucoup Julien Bonnet, tu restes avec moi. On passe tout de suite à notre invité pour pouvoir poursuivre ce débat. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et notre invité, c'est Clément Molison, secrétaire général de l'AVER. L'AVER, c'est l'association de promotion du véhicule électrique. Bonjour Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, cette mesure du bouclier tarifaire étendue à tous les types de bornes, elle était portée par votre association. Alors, juste pour bien faire le point, ce bouclier, il s'applique du coup à toutes les bornes publiques. Ça s'applique aussi aux bornes en copropriété? Exactement, ça s'applique à tous les aménageurs d'infrastructures de recharge, donc publics comme privés. Nous, c'est une alerte qu'on a lancée au gouvernement l'été dernier parce qu'on savait bien que les bornes de recharge, comme tout le reste des secteurs utilisant de l'électricité, allaient être concernés par cette augmentation des prix. Donc on est vraiment ravis de l'annonce de ce bouclier tarifaire. Alors justement, est-ce que on a une idée des prix qui auraient pu être payés si on n'avait pas ce bouclier tarifaire qui s'appliquait depuis le début du mois de février? C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir une réponse ferme et précise sur la question, notamment parce qu'il y a différents modes de tarification qui coexistent aujourd'hui, au temps, au kilowattheure, parfois un forfait avec un mélange de plusieurs composantes. Mais nous, on s'attendait à des augmentations de 50, voire 100% dans certains cas. Donc là, on espère que ça permettra bien de limiter au maximum les augmentations de tarifs. Julien le disait à l'instant, on sait la grande majorité des recharges, elle se fait à domicile. C'est vrai que les recharges sur les bornes publiques, c'est vraiment les recharges souvent sur les longs trajets ou des recharges occasionnelles. Est-ce que pourtant, cette crainte de voir les prix augmenter, est-ce que vous avez senti que ça pouvait freiner la transition vers la voiture électrique, que des gens vous disaient, moi finalement, je vais peut-être pas y passer parce que là, ça risque de me coûter trop cher? Bien sûr, on a vu un effet direct sur les intentions d'achat et on a vu des Français qui étaient d'autant plus réticents qu'ils avaient peur de ne plus s'y retrouver également pour leur portefeuille. Or, c'est important de le rappeler, une voiture électrique, c'est un budget carburant divisé par 3. Donc, si on ne s'y retrouve plus là, ça perd un petit peu de tout son intérêt. Donc oui, en effet, c'est un sujet important.
Oui, surtout qu'on voit que c'est un argument très important pour vendre des voitures électriques qui sont aujourd'hui encore plus chères qu'une voiture thermique. Donc on parle souvent de cette économie liée à l'entretien qui est aussi moins onéreux et donc à la recharge. Mais finalement, c'est vrai que c'est assez étrange cette situation où on a eu l'an dernier beaucoup d'aides à la voiture thermique, hein, les ristournes carburant, et finalement ce soutien qui arrive un peu tard sur la voiture électrique. Comment vous voyez un peu ce moment où finalement on doit un peu soutenir aussi les deux motorisations alors qu'on essaye bien sûr de favoriser la transition vers l'électrique? Ah, bien sûr, nous, ça fait partie de l'alerte qu'on a adressée au gouvernement. C'est aussi de cette inéquité qu'il y avait entre les automobilistes et les électromobilistes, les personnes qui roulent en véhicule électrique. Il était important de les accompagner aussi. Cette crise, elle impacte tout le monde et il était important de pouvoir la déplacer et aussi de donner aux entreprises les moyens de le faire. On a des réseaux de recharge qui doivent rester pérennes dans les années à venir pour permettre d'accueillir tout cet essor de la mobilité électrique. On se rend compte que c'est parfois aussi, compliqué finalement déjà de savoir combien on paye, à la borne. C'est vrai qu'il y a certains réseaux où c'est simple, il y a d'autres réseaux où c'est plus compliqué, surtout si c'est pas le réseau qu'on utilise d'habitude. Est-ce que, on va vers une simplification pour que justement ce soit un peu comme quand on va à la pompe où on voit le prix et puis on paye avec sa carte bancaire et c'est assez, transparent et assez facile? Est-ce que ça, c'est aussi des sujets que vous essayez d'aborder pour que ça soit plus lisible pour le consommateur et donc que ça aide les gens à aller vers la voiture électrique? Tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a encore des marges de progression assez importantes en la matière. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, le ministre des Transports Clément Beaune était sur l'aire de Weimar, une station Fastned, sur une aire de service de Sanef. Mais vous aviez à l'entrée de la station un totem avec le prix de la recharge à l'acte, le prix que vous pouvez payer avec votre carte de crédit ou avec un QR code. Ça, c'est des choses qui se développent. Mais ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que vous pouvez payer soit à l'acte, soit en itinérance, c'est-à-dire avec un badge de recharge. Et donc là, c'est vraiment dans les relations contractuelles que vous allez avoir avec votre opérateur que ça va se décider. Et pourquoi c'est toujours aussi compliqué cette histoire de carte bancaire? Parce qu'on le voyait, hein, je repense à mon étude de Deloitte, dont je parlais en début d'émission. On voit que finalement, ça, c'est quelque chose que tous les utilisateurs de voitures électriques ou les futurs utilisateurs demandent comme un truc très simple et ça a l'air, d'être quelque chose de finalement, quand on en croise une borne avec, une possibilité de payer par carte bancaire, c'est, waouh! Alors ça se développe notamment sur les réseaux de recharge rapides, les réseaux autoroutiers par exemple. C'est vrai que c'est une attente notamment dans ces cas de figure-là. Ça pose un certain nombre de problèmes techniques, financiers pour certains opérateurs, ce qui explique qu'ils soient tournés vers le QR code et qui, d'une certaine façon, grâce au Covid, est depuis rentré un peu dans les mœurs. Redevenu Et dans les maintenant, mœurs, tout le ouais. monde sait se trouver sur son téléphone, son application. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais effectivement, il y a toujours la possibilité de payer à l'acte par QR code ou avec une carte bancaire. Et on voit qu'un acteur comme Tesla donc, a ouvert largement son réseau à toutes les marques, hein. Donc aujourd'hui, si vous avez une Peugeot 208 électrique, par exemple, vous pouvez aller vous charger dans les stations Tesla qui sont ouvertes à toutes les marques. Ils ont mis en place une tarification heure creuse, heure pleine. Je crois qu'il y a un autre acteur, Alejo, qui a fait ça aussi. Vous, votre sentiment là-dessus, est-ce que c'est une possibilité aussi d'avoir une tarification peut-être plus abordable à certaines heures? Chez Tesla, c'est par exemple de 22 heures à 6 heures, mais ça peut aussi quand même soulager la facture pour certains longs trajets. Aujourd'hui, les opérateurs de recharge, ils poursuivent deux objectifs, à la fois être rentables, avoir quand même les moyens économiques de survivre, mais aussi attirer des clients. Et évidemment, les deux sont directement liés. Donc on voit se développer des stratégies comme celle-ci. On peut aussi citer un exemple. On a un opérateur, Huawei, qui vient de baisser ses prix de 20-25% parce qu'ils passent par des contrats d'énergie éolienne. Et ça leur permet de baisser fortement leurs tarifs. Donc voilà, chacun va développer des stratégies pour être au plus proche des attentes des utilisateurs et faire en sorte de capter autant de personnes que possible. Il y a justement un site qui permet, de comparer, les prix entre les différents réseaux, entre les différentes stations, selon le lieu où je me trouve, un peu comme le site, soit les différents sites privés, soit le site gouvernemental pour, les stations, service, classiques? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de site public, il n'y a pas une référence gouvernementale en la matière. Vous avez des initiatives privées, par exemple ChargePrice qui fait ce type de prestations. Ça n'existe pas encore de façon publique, on y travaille, on est en discussion justement avec le gouvernement sur le sujet. Oui, parce que ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'anticiper un trajet en voiture thermique, parce qu'on sait à peu près le prix des carburants, même si il varie aussi fortement. Donc c'est vrai que d'avoir un outil qui permettrait de mieux calibrer son budget pour un long trajet, ce serait intéressant. Mais justement, par rapport aux voitures thermiques, on voit que les prix des carburants, ils fluctuent énormément. Pour vous, la voiture électrique, ça reste quand même la meilleure solution pour décarboner la mobilité, on est d'accord?
Bien sûr, complètement. Cette crise que l'on a aujourd'hui ne remet pas en cause pour autant le développement de la mobilité électrique. Déjà, c'est un impératif écologique, c'est un impératif pour répondre au climat, à l'urgence climatique. Et on voit qu'aujourd'hui, ça reste la seule technologie qui est mature, qui est crédible, qui est disponible pour permettre de faire cette transition. À côté d'autres solutions, hein, les transports en commun, la marche à pied, le vélo, enfin, bien d'autres choses. Pour les gens qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule, on sait que demain, peu à peu, il va falloir aller vers des motorisations décarbonées, vers une motorisation électrique. On a assez d'aides aujourd'hui, si on élargit globalement, pour acheter une voiture électrique, parce que c'est vrai on l'a beaucoup vu, hein, il y a la question des prix, les voitures restent quand même assez chères, il y a très peu de modèles pour l'instant qui restent vraiment abordables, même avec un bonus. Ça, c'est une question que vous vous adressez au gouvernement, de dire il faut conserver le bonus plusieurs années, il faudrait peut-être même l'augmenter si on veut vraiment accélérer cette transition vers la voiture électrique. Bien sûr. Et déjà, peut-être rappeler que la France a fait partie des premiers pays en Europe à mettre en place un bonus écologique et le maintenir. Et c'est un combat. Ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant, C'est le ça. Et bonus tous les ans, on se bat pour maintenir les taux les plus élevés possibles. Peut-être un point qui aujourd'hui n'est pas suffisamment adressé, c'est le véhicule d'occasion. Il y a un bonus de 1 000 euros qui existe aujourd'hui. Mais quand on regarde le marché, même le marché thermique, 6 Français sur 7 passent par de l'occasion. Et pour l'électrique, ce sera la même chose, c'est-à-dire que la démocratisation, l'accessibilité au plus grand nombre va passer par l'occasion. Et là, on a des véhicules qui coûtent encore un peu cher dans le marché de la seconde main et qu'il faudrait accompagner probablement de façon un peu plus importante. Avec, par exemple, le système qui avait été fait avec la prime à la conversion, peut-être le réélargir pour aider justement à ce qu'il y ait plus de gens qui aillent notamment vers ces voitures d'occasion en faisant baisser les prix? Tout à fait, ça peut être sur la prime à la conversion, ça peut être sur le bonus écologique à revaloriser. On verra aussi ce qui sortira des discussions sur le leasing social. Voilà, il y a plein de modalités aujourd'hui, mais c'est vrai que pour rendre le véhicule accessible, on ne pourra pas compter que sur le marché du neuf. Et vous parliez d'une baisse de prix liée aux énergies renouvelables. Finalement, c'est intéressant parce qu'on a toujours l'image du parc nucléaire français qui permet d'avoir une électricité à bas prix. Et on sait que c'est une attente aussi de certains utilisateurs de voitures électriques d'aller vers une démarche justement écologique, d'utiliser un véhicule zéro émission, mais également avec une électricité décarbonée parce que ça marche mieux dans ce jeu un peu vertueux. Votre regard là-dessus, une énergie renouvelable, ça peut être moins cher que finalement les autres sources d'énergie pour des bornes de recharge? Ce qu'on voit effectivement, c'est que pour certaines personnes, rajouter en plus de la composante mobilité les énergies renouvelables, c'est intéressant. Et nous, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a des bonnes synergies entre les deux. C'est-à-dire que les voitures, ça reste des voitures électriques, ça reste des batteries avec 4 roues. Et donc, ça permet de stocker de l'énergie intermittente des énergies renouvelables. Et donc, on va de plus en plus voir se développer des synergies intéressantes entre les deux. Mais c'est vrai qu'on a une part importante du parc qui est nucléaire et qui nous permet quand même d'avoir une énergie décarbonée qui reste intéressante. En tout cas, merci beaucoup Clément Molison d'être venu avec nous, secrétaire général de l'AVER, d'avoir été sur le plateau pour décrypter l'arrivée de ce bouclier tarifaire qui est mis en place sur toutes les bornes. Et puis on va continuer de parler de voitures électriques et celle-là, c'est certainement l'une des plus attendues en ce début d'année sur le marché. C'est la MG4, c'est la compacte électrique du constructeur chinois MG Motors. Alors, autonomie, finition, prix, Julien Bonnet et Jean-David Duhart nous disent tout sur cette rivale directe de la Renault Mégane E-Tech. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. La MG4, donc la berline compacte lancée par MG en fin d'année dernière, c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché des voitures électriques en Europe. Sur ce terrain du tarif plus abordable, on attend particulièrement les marques chinoises. Déjà, on peut citer des exemples de modèles plus accessibles et qui sont produits en Chine. Par exemple, la Dacia Spring, c'est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché actuellement. Ou dans une autre dimension, les Tesla Model 3 et Model Y qui sont principalement produits à l'usine de Shanghai. Mais la marque MG a frappé fort en fin d'année dernière en lançant sa MG4, donc sa berline compacte, à un prix très agressif, moins de 30 000 euros, donc 25 000 euros finalement si on retire le bonus 2023 qui est à 5 000 euros. Et on le rappelle, le groupe chinois SAIC a racheté MG dans les années 2000. La marque n'a donc plus grand-chose de britannique à part son logo. On attendait donc beaucoup cette MG4 dont la plateforme, donc sa base technique, est entièrement dédiée à la motorisation 100% électrique. À près de 4,30 m de long, elle est un peu plus longue qu'une Renault Mégane E-Tech, sa cible désignée sur le marché français, et bien plus courte qu'une Model 3 qui fait 4,70 m de long.
Côté design, on peut dire que MG a fait preuve d'une certaine audace, notamment avec cette couleur orange de notre modèle d'essai. Et à l'arrière, avec cette signature lumineuse originale et un double spoiler qui arrive avec le 3e niveau de finition, le niveau Luxury. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. On découvre un habitacle plutôt moderne et épuré avec notamment une molette de changement de mode assez pratique d'accès pour passer rapidement de la marche avant à la marche arrière. La présentation globale est plutôt bonne, même si on a pas mal de plastiques assez bas de gamme qui vont soit laisser pas mal de traces de doigts ou quelques micro-rayures. Ça reste toutefois cohérent avec le positionnement tarifaire de ce modèle, donc rien de choquant. On a l'option simili-cuir avec tissu gris clair, et ça c'est vrai que ça apporte pas mal de luminosité dans l'habitacle qui sinon est complètement noir. L'écran tactile offre une qualité d'affichage et une réactivité assez correcte avec Android Auto et CarPlay, mais il y a encore quelques soucis d'ergonomie, alors rien de dramatique, ça pourra être résolu par des mises à jour. La caméra de recul, par exemple, elle se révèle très pratique avec cette vue du dessus qui s'active automatiquement quand on passe la marche arrière. Le problème, c'est que finalement, quand on va repasser la marche avant, on va perdre cette visibilité totale sur les environs du véhicule. En fait, il faut aller dans les menus pour activer la caméra 360, mais une fois qu'on repasse en marche arrière et qu'on réenclenche la marche avant, il va falloir retourner dans le menu. C'est un peu fastidieux. Même chose pour la climatisation, dont les réglages passent essentiellement par l'écran tactile. On peut quand même activer le désembuage rapidement via des boutons physiques. Mais pour rentrer dans les réglages et ajuster le volant chauffant ou encore les sièges chauffants, ça reste assez laborieux. Enfin, la connectivité avec Android Auto et CarPlay, elle est plutôt bien gérée, mais elle n'est pas disponible sans fil, c'est dommage. Et on peut aussi noter quelques soucis d'interaction entre le logiciel intégré du véhicule et le renvoi vers les fonctions d'Android Auto, par exemple. Si on appuie sur le raccourci de la navigation, ça va vous renvoyer vers la navigation intégrée et pas vers Waze, par exemple, si vous l'utilisez. Alors que la touche téléphone, elle renvoie bien vers le menu d'appel disponible via Android Auto. Les passagers arrière disposent de pas mal de place, ça c'est un point positif, mais ça se fait au détriment du volume de coffre qui est limité à 350 litres, relativement faible pour la catégorie. On a très envie de voir ce que donne cette MG4 sur la route, c'est parti. Donc nous voici au volant de cette MG4 et donc on dispose sur cette finition Luxury, donc le 3e et dernier niveau de finition, de la plus grosse batterie, 64 kWh, qui offre en théorie environ 420 km d'autonomie. Une autonomie qui va varier instantanément selon qu'on utilise les 3 modes, le mode éco, le mode normal ou le mode sport. Et même chose si on utilise la climatisation, on va tout de suite avoir une autonomie un petit peu en baisse affichée à l'écran. Du côté du moteur, il offre 150 kW de puissance, donc un peu plus de 200 chevaux, c'est très correct et c'est transmis directement aux roues arrière, donc c'est un modèle propulsion. Elle est un petit peu gourmande, cette MG4, on est à 18-19 kWh au 100 dans un usage plutôt urbain et on va dépasser les 20 kWh largement sur autoroute. Donc en gros, en autonomie réelle, il faut compter sur 300 km en usage mixte et un peu plus de 200 km sur autoroute. Côté recharge, cette voiture elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif, donc sur une borne de faible puissance. Et sur les trajets longs, donc sur autoroute, on va pouvoir encaisser jusqu'à 130 kW. Donc ça va permettre de récupérer jusqu'à 80% d'autonomie en environ 30 minutes. L'impression globale de conduite, elle est finalement très positive. Le véhicule il se montre assez confortable, notamment en ville pour passer des dodanes par exemple. Et on a assez de puissance pour être à la fois efficace en ville ou également sur voie rapide. L'autre point fort de cette MG4, c'est de proposer pas mal d'assistants de conduite, donc notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Bon, sur ce dernier point, la voiture ne s'est pas montrée super convaincante, mais en tout cas, le régulateur adaptatif, ça reste assez agréable à utiliser, notamment dans les situations de bouchons ou sur les longs trajets sur autoroute par exemple. Une MG4 qui se montre donc très convaincante, surtout sur notre modèle d'essai, donc avec le dernier niveau de finition et 2 options, donc la couleur et l'intérieur simili-cuir qui font grimper la facture à seulement 37 290 €. Donc on retranche le bonus écologique de 5 000 € et on arrive à un prix de 32 290 € qui est tout simplement imbattable vu la proposition. Si on compare avec sa principale concurrente, donc la Renault Mégane E-Tech, pour avoir une version assez équivalente, il faudra compter au moins 42 000 €, donc hors bonus, sur la Mégane par rapport à cette MG4.
Et si on veut vraiment avoir toutes les options équivalentes, au niveau de la pompe à chaleur par exemple, de l'aide au stationnement ou encore du régulateur adaptatif, et pour avoir ce trio sur la Mégane, on dépasse tout simplement les 47 000 €, donc le plafond du bonus écologique. L'offre de MG se révèle donc très compétitive, à voir comment réagira la concurrence, à savoir que la marque MG elle va lancer 2 autres versions de la MG4 cette année, donc une version avec une plus grande autonomie, avec un deuxième moteur qui se retrouvera à l'avant et une version plus sportive. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région. Allez, on termine cette émission avec un joli projet. Son nom, c'est le projet Simone. Alors, c'est une sorte de bus qui est taillé pour les longues distances, mais qui peut aussi embarquer des voitures. J'ai bon, Olivier Chiche-Portiche? Presque bon, Pauline. Je ne sais pas si tu te souviens du service autotrain de la SNCF qui permettait, fut un temps, de voyager avec sa voiture en train. On montait dans le train, la voiture montait sur le train aussi, et on Voilà, partait en vacances. c'était formidable pour des longues distances, sans fatigue, c'était pratique, c'était écologique, sauf qu'aujourd'hui, ce service, il n'existe plus à la SNCF. Mais une start-up de Dijon, en Côte d'Or, entend aujourd'hui relancer un peu ce concept en remplaçant finalement le rail par l'autoroute. Son nom, c'est quoi? C'est Simone. Le concept, c'est un long car articulé, propulsé à l'hydrogène, qui embarque à la fois les voitures et ses passagers, avec l'ambition de réduire la pollution et décarboner le transport autoroutier. Oui, alors on voit les images, je pense, pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio. C'est vraiment un car longue distance avec des places qui ont l'air très confortables. On peut même dormir. Et puis, il y a toute une partie sur le dessus du car, en fait, avec des voitures qui sont installées et qui permettent du coup d'accompagner leurs propriétaires. On peut même les recharger pendant le trajet. Alors, exactement. Comment ça marche? Alors concrètement, c'est une start-up qui a été fondée en 2000, qui a imaginé donc ce concept. On peut embarquer 5 voitures ou 4 voitures et des motos dans sa partie supérieure, comme tu l'as dit, et puis 18 à 20 passagers en cabine, en dessous, dans sa partie inférieure, pour un voyage en toute sécurité et sans émission de CO2. Grâce à l'hydrogène. Voilà, grâce à l'hydrogène. Ça marchera un peu grâce à une application mobile qui servira à réserver son trajet comme avec un train finalement. Ensuite, et c'est là où c'est assez malin, l'automobiliste rejoindra un point de rendez-vous sur l'autoroute, généralement près d'un péage, pour y faire charger son véhicule, s'installer confortablement dans le car jusqu'au péage, le plus proche de sa destination, où là, il va récupérer effectivement son automobile. Ça paraît délirant comme ça, mais c'est vrai que si on raisonne en termes de transition écologique, de report modal de la voiture vers des solutions neutres en termes d'émissions de carbone, ça a du sens, sans oublier le risque d'accident pour les automobilistes et la fatigue du conducteur, parce qu'on parle évidemment de longue distance, pas pour faire du Paris-Orléans. Mais alors, si du coup, on voit les images, c'est des images de synthèse, Ouais. c'est de la science-fiction ou ça a quand même des chances d'aboutir Alors voilà, alors d'un côté, c'est une start-up et le projet, il avance un petit peu, c'est vrai. Il y a des études de marché qui ont été faites, il y a un business model qui a été monté, il y a même des négociations avec des constructeurs d'autocars qui seraient en cours. Le secret est assez... Oui, on n'a pas le nom de la société. Voilà, on ne sait pas, il y a un secret là-dessus. Côté financement, et c'est vraiment le nerf de la guerre, Simone a déjà levé 350 000 € auprès d'investisseurs et a obtenu une subvention de 110 000 € de la région Bourgogne-Franche-Comté qui soutient assez fortement ce projet et qui y croit. Il y a une nouvelle campagne de financement participatif par action qui va être lancée cette année, avec l'objectif de récolter encore 300 à 400 000 € supplémentaires. D'ailleurs, chaque participant sera actionnaire de la société, puisqu'il aura des actions de Simone. Mais bon, voilà, on a quand même beaucoup d'écueils qui restent à passer. Financier, parce que 300 000, 1 million d'euros pour lancer un tel projet, ça paraît peu finalement. Réglementaire aussi, difficultés réglementaires, parce que c'est un véhicule quelque part sans précédent, qui transporte des voitures, qui transporte des personnes. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le choix de l'hydrogène vert qui peut poser question, parce que c'est vrai que c'est tout à fait pertinent en termes d'autonomie, de temps de rechargement. Oui, mais il faut des stations de recharge pour Il faut ça. des stations de recharge quand même, notamment sur les autoroutes. Et pour l'instant, aujourd'hui, elles sont assez peu nombreuses. Donc ça pose également un problème. D'ailleurs, les fondateurs, pour l'instant, ils ont des ambitions qui sont, on va dire, raisonnables, puisqu'ils veulent lancer un seul trajet Paris-Lyon-Marseille, avec un car qui sera dans un premier car qui sera propulsé au bio-GNV avant de passer à l'hydrogène. La question du prix également est sensible, c'est vrai, parce que les fondateurs de Simone évoquent une offre compétitive, entre guillemets, par rapport à la voiture personnelle en termes de coût réel, mais ils restent quand même très discrets sur les tarifs et pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va coûter, tout simplement. Bon, alors j'ai vu que tu ne pouvais pas résister à me faire cette blague, donc du coup, en voiture Simone, en route Simone, ce sera pour quand? Désolé Pauline, effectivement la start-up développe un premier prototype grâce à cette première levée de fonds qui devrait être fabriquée
pour les JO de l'année prochaine. Ce sera une sorte de vitrine pour la société pendant ces JO. Ensuite, il prévoit une montée en puissance quand même assez ambitieuse, hein, c'est-à-dire 2025 avec 2025 la montée en puissance et 2030 une centaine de cars en circulation. C'est quand même assez colossal. C'est une ambition super élevée qui dépendra finalement de l'argent qu'ils réussiront à lever. L'argent, le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Olivier Chichporty, journaliste BFM Business. En route pour demain, voilà, c'est déjà fini, mais on se retrouve dès le week-end prochain sur BFM Business et en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. À très vite. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.